Bonjour à toutes et tous et merci de vous être connectés à ce deuxième webinaire organisé à l'occasion des Semaines nationales de la santé sexuelle 2024. Alors, tout d'abord et assez rapidement, vous rappelez les modalités des webinaires. Vos micros et caméras donc, sont inactivés par défaut, donc vous ne pourrez pas prendre la parole ou être vu, mais vous pouvez, et vous êtes encouragé d'ailleurs, à poser des questions sur l'onglet des questions-réponses. On y répondra en dernière partie de ce webinaire. Quand vous quitterez le webinaire, vous aurez l'occasion de répondre à un très court questionnaire de satisfaction. Donc, merci d'avance de vos retours qui vont nous permettre de faire le maximum pour nous améliorer. À savoir que les webinaires sont des formats assez courts, d'1 heure. On va tout faire pour s'y tenir et certaines diapos pourront passer un peu vite, mais vous pourrez les retrouver sur le replay qui sera prochainement mis à disposition. Et vous pourrez d'ailleurs trouver ce replay sur le site internet du RPO qui vient de se doter d'un espace professionnel. Et on vous encourage d'ailleurs à y créer votre compte qui vous servira à suivre nos actualités. Bonjour, je suis Marie-Claude V de la coordination hépatite Occitanie. Je suis coordinatrice administrative régionale et c'est Benjamin Coppel, sage-femme coordinateur du réseau périnatalité qui vient de vous parler. Donc aujourd'hui vont intervenir le docteur Magdalena Mezzaros du service expert hépatite du CHU de Montpellier et de la COEP. Corinne Chanal, sage-femme du réseau Périnatalité Occitanie et qui intervient également au CHU de Montpellier. Et enfin, nous a rejoint cette année le docteur Laurent Raguenès, gynécologue obstétricien à la fois à la clinique Clémenville et au CHU de Montpellier. Donc aujourd'hui interviennent trois équipes. L'UTTD, donc qui est le XAPA du CHU de Montpellier, c'est un centre de soins ambulatoire qui reçoit essentiellement des personnes en difficulté avec des substances psychoactives. Et la nouveauté, depuis septembre 2023, il a ouvert une journée santé de la femme le vendredi avec des consultations de sages-femmes et de gynécologues. Et donc, c'est notamment le docteur Laurent Raguenès qui intervient. La coordination hépatite Occitanie et le service expert ont pour mission de favoriser le dépistage et la prise en charge à la fois des hépatites et des maladies du foie sur l'Occitanie. Ça se traduit essentiellement par des rencontres territoriales, des sensibilisations, des journées hépatites. On fait aussi beaucoup d'actions de dépistage de terrain, notamment avec le service expert de Montpellier. Et on prête aussi du matériel, et là, notamment des fibroscans qui permettent la mesure de la fibrose du foie. Le RPO, quant à lui, c'est une structure de coordination, d'appui, d'évaluation et d'expertise médicale dans le champ de la santé périnatale. Et nos missions sont entre autres de travailler sur la coordination des acteurs en vue d'améliorer les parcours de soins. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Eh ben, déjà, les deux réseaux, Réseau Périnatalité et la coordination hépatite Occitanie, sont deux acteurs régionaux, dispositifs régionaux et fortement impliqués. Et donc, nous avions l'occasion là de nous faire connaître, de faire connaître les acteurs de nos deux réseaux, puisque nous sommes en pleine semaine nationale de la santé sexuelle, donc la quinzaine même en Occitanie. Et il y avait deux thématiques sur lesquelles on se retrouvait, donc grossesse non prévue et prévention infectieuse. Voilà, donc nous croisons ici nos regards et nos expertises. Et ce webinaire fait suite à celui qui a déjà eu lieu l'année dernière à la même époque et qui s'appelait aussi Grossesse, addiction, hépatite. Corinne, Ton micro, Corinne. Oui. Pourquoi aborder les consommations de substances psychoactives avec toutes les femmes? En fait, toutes les femmes qu'on a en consultation, et moi je fais des consultations pour les femmes enceintes au CHU à Montpellier et consultations santé de la femme à l'UTTD avec Laurent Raguenès, de nombreuses femmes consomment des substances psychoactives. Donc on doit, quand on interroge les patientes, quand on fait l'anamnèse, avoir des réponses positives sur les consommations.
Il y a beaucoup de femmes qui fument en Occitanie, plus que dans le reste de la France. Presque un tiers des femmes qui fument et beaucoup, plus de 10 cigarettes par jour. Au niveau de l'alcool, il y a quand même peu d'abstinentes en France. 84% des femmes adultes sont consommatrices au moins de temps en temps, hein. C'est plutôt du vin ou de la bière chez nous, hein. Euh, Ce qui va nous poser problème pendant la grossesse, c'est plutôt les alcoolisations ponctuelles importantes. Et il y en a quand même pas mal chez les jeunes, chez les adolescentes. Vous voyez que chez les filles de 17 ans, il y en a 14% qui ont déclaré quand même 3 API dans le mois. C'est ces patientes qu'on va retrouver en consultation gynéco, en consultation contraception. Et on peut retrouver aussi des consommations de cannabis qui sont pas négligeables, surtout dans toutes les populations, mais aussi notamment chez les jeunes. En général, plus on est jeune, plus on consomme. Et puis, il faut se rappeler que l'usage de cocaïne se banalise dans tous les milieux, on en trouve partout, dans tous les villages. Les médicaments psychotropes sont plus utilisés par les femmes que par les hommes. Il y en a plein dans les pharmacies de tout le monde. Et puis, on a aussi un problème maintenant en addicto, c'est des dépendances aux antalgiques opioïdes qui augmentent de plus en plus avec des femmes qui n'ont pas le profil addictif habituel. Alors, les patientes qui consomment, ces simples consommatrices de cannabis ou d'autres drogues, simplement plus d'une fois dans l'année, quand on prend cette population-là, on se retrouve avec des femmes qui ont plus souvent recours à une contraception d'urgence, plus d'antécédents d'abus sexuels, plus de partenaires, plus de risques de grossesse inopinée, plus d'IVG. Donc on a une population qu'on va retrouver plus facilement en consultation et pour lesquelles il va falloir quand même avoir une attention un peu particulière. Donc ça vaut le coup d'essayer de repérer ces dames. Après, quand elles ont un trouble de l'usage, notamment d'opioïdes ou d'une autre substance, on a beaucoup moins de femmes qui prennent une contraception. Et quand elles déclarent une contraception, c'est quand même assez souvent, plus principalement, du préservatif, donc des contraceptions qui ne sont pas très sûres, avec donc beaucoup de grossesses non planifiées, vous voyez, 95%. Donc, on a des risques spécifiques sur la santé des femmes quand elles ont un mésusage de produits. Donc, il y a plus de risques d'adopter des comportements à risque. Ça veut dire qu'en cas d'ivresse, il va y avoir aussi plus de perte de discernement, plus de rapports sans consentement, plus d'oubli de pilules, plus s'il y a de l'alcool ou de l'héroïne, des opioïdes, vomir la pilule, par exemple. Et donc, plus de risques d'infections sexuellement transmissibles. Il faut savoir aussi quand même que les substances psychoactives influent sur la fertilité, beaucoup avec le tabac, mais aussi avec d'autres produits. En cas de tabagisme, après 35 ans, on se retrouve avec une contre-indication œstroprogestative. Donc, on va plutôt inciter les dames à réduire leur consommation de tabac, mais à garder une contraception. Et ce sont des femmes qui ont un peu plus de problèmes aussi de santé et plus de portage, par exemple, d'HPV avec plus de cancer du col. Donc une attention particulière pour les femmes qui consomment des produits. Notamment, ce qui est un petit peu moins connu, c'est quand même le risque de consommation d'alcool important, notamment au-delà de 7 verres par semaine. C'est quand même en deçà des recommandations de faible risque de l'OMS et de l'HAS. Ça augmente le risque de cancer du sein. Je vous ai mis un petit diapo là sur les recommandations du Collège national des sages-femmes de France qui ont eu lieu en 2021 avec les recommandations principales qui ont été adoptées. C'est beaucoup informer sur les dangers d'une grossesse débutant avec des consommations de produits. C'est prévenir du risque majoré de cancer du sein s'il y a des consommations d'alcool importantes. Attention au cannabis fumé associé au tabac. Il n'y a pas que le tabac seul qui a un effet. Et puis rappeler quand même s'il y a des consommations excessives, les risques qu'on peut retrouver autour d'une grossesse qui arriverait alors qu'elle n'était pas prévue. Voilà, c'est les principales recommandations. On peut passer. Donc, comment mener l'entretien avec les patients pour quand même aborder ces consommations? De toute façon, dans tous les cas, en consultation santé de la femme, consultation gynéco, il faut créer un contexte favorable. Donc,
C'est l'accueil qui va être important, c'est créer une alliance thérapeutique, c'est pas juger les dames. Et puis, il faut être prêt avant à répondre aux questions, donc être prêt à savoir quoi dire si les femmes ont consommé des produits, quels que soient les produits. Et puis, avoir un petit peu autour de soi un réseau pour orienter. Alors, on peut mettre une affiche en salle d'attente. Alors, on a fait une affiche au réseau périnatal pour la grossesse, hein, si vous êtes enceinte. Et elle peut être utilisée aussi pour d'autres thématiques. Parce que ce que les dames demandent, c'est qui je peux aller voir, à qui je peux en parler. Euh, pour être plus à l'aise et plus tranquille pour aborder ce sujet, on vous conseille plutôt de l'aborder en fin de consultation, donc après les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, avec tous les facteurs un peu environnementaux. C'est un moment où on peut aussi aborder les antécédents de violence ou les antécédents d'abus sur soi-même. Donc, plutôt en fin de consultation. Ensuite, il va s'agir d'introduire le sujet. Donc, je vais vous proposer quelques petites phrases, petites questions sur la diapo suivante. Voilà, par exemple, dans l'année qui vient de s'écouler, ça c'est des questions aussi à dicto, c'est on demande dans l'année. Pas la peine de demander depuis toute la vie, mais au moins dans l'année. Est-ce que vous avez eu l'occasion de prendre, voilà, des tranquillisants, des somnifères, des médicaments contre la douleur, de la cocaïne, autre chose? Quand on demande si on fume, demandez toujours quoi. Qu'est-ce que vous fumez? Est-ce que ça vous arrive de mettre du cannabis dans vos cigarettes? Et puis les consommations d'alcool, on peut poser une question ouverte, hein, que pouvez-vous me dire sur vos consommations de boissons alcoolisées, ou quand avez-vous bu un verre d'alcool, de vin ou de bière pour la dernière fois? Et les deux questions suivantes, c'est plutôt sur des contextes, des réponses de consommation en fonction des contextes. Donc c'est qu'est-ce que vous prenez quand vous faites la fête? Et puis quand vous êtes stressé, angoissé, comment faites-vous pour tenir le coup? On peut passer. Une fois qu'on a un peu abordé le sujet, faut évaluer. Donc demander juste quand, comment, combien. Et puis, ensuite, un peu poser des questions sur est-ce que ça vous arrive régulièrement ou combien de fois par mois ça vous arrive d'avoir des périodes d'ivresse, de perte de contrôle, et comment est-ce que vous pouvez gérer ce moment-là. Il faut penser à pouvoir proposer une orientation vers un addictologue s'il y a un trouble de l'usage, pas s'il y a une simple consommation. Sinon, on peut faire une intervention brève qu'on reprendra un peu tout à l'heure. On peut passer. Bon, là, on vous a mis un questionnaire qui est l'AUDIT-C, qui permet d'un peu d'évaluer la consommation d'alcool et de repérer les consommations à risque. Vous voyez qu'il y a, par exemple, au cours d'une même occasion, est-ce que ça vous arrive de boire 6 verres standard ou plus et combien de fois par semaine ou combien de fois par mois? On passe. Là, c'est les repères de verre. Chaque verre fait à peu près 10 grammes d'alcool. Une bouteille de vin à 12 degrés, c'est 7 unités. À 14 degrés, c'est 8. On passe. Ensuite, ça, c'est un autre score qui permet d'évaluer la consommation de cannabis. Si ça vous intéresse, ça vous permet de voir un peu qui doit orienter en addicto, qui on peut orienter. Deux réponses positives, c'est un sérieux problème quand même. On passe. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Corinne. Donc, passons maintenant au cas clinique. C'est le moment de vous faire travailler un peu. Donc, je vous présente le cas de Madame B qui a 31 ans, donc qui vous consulte pour demander une contraception. Donc, c'est une patiente qui est déjà suivie en hépatogastro. Elle y va une fois par an. Ça fait depuis au moins 2 ou 3 ans qu'elle va en consultation d'hépatogastro. Elle dit qu'elle ne prend pas de traitement actuellement. Elle ne prend pas de traitement parce qu'elle est porteuse inactive du virus de l'hépatite B. Entre autres, elle fume 10 cigarettes par jour. Elle consomme 2 verres de vin 3 fois par semaine et 6 à 7 verres lors des soirées, le week-end, les vendredis, samedis soirs. À l'examen clinique, elle est un peu en surpoids, donc un IMC à 28. Et donc, elle vous montre aussi le dernier bilan biologique qu'elle a fait avec son hépatogastroentérologue. Et ce bilan retrouve des transaminases normales, une très légère cholestase mais anictérique, donc des gamma-GT à 2 fois la normale, une phosphatase alcaline à 1,5 fois la valeur normale,
Et puis, donc, elle vous montre pour la raison pour laquelle elle est suivie déjà en hépatogastro. Elle a un antigène HBS qui est positif. Elle a une charge virale B à 1200 unités, donc ça reste quand même assez faible. La charge du VHC est négative, donc il n'y a pas de co-infection VHC, pas de co-infection VIH. Elle a déjà fait une échographie hépatique avec son hépatogastro-entérologue. Rien de particulier, il y a juste une stéatose hépatique. Donc le foie gras, ça c'est quand même une personne sur 5 en population générale. Et puis elle a déjà fait un fibroscan, puisque c'est la mesure non invasive de la fibrose hépatique ou de la maladie chronique du foie. Et ce fibroscan retrouve une élasticité normale, donc ça confirme l'absence de maladie chronique avancée du foie. Passons à la diapo d'après. Donc voilà la première question. Est-ce qu'on peut lui prescrire une contraception à cette dame qui est porteuse du virus de l'hépatite B, qui a un peu de stéatose, qui ne prend pas de traitement, qui est un peu en surpoids, qui fume un peu, qui boit un peu? Donc, je vous laisse réfléchir. Donc, non, elle a une maladie hépatique, donc il faut éviter la contraception. Oui, on peut lui prescrire, mais uniquement un progestatif parce que elle a une stéatose, donc il faut qu'on fasse attention. Non, parce qu'elle fume 10 cigarettes par jour, donc attention au risque, enfin, en fonction de l'âge, tabac, contraception. Oui, tout court, ou oui, on peut lui prescrire, mais il faut quand même demander à l'hépatologue avant s'il est d'accord à ce qu'on lui prescrit une contraception. Donc, je, Laurent. je vais laisser mon... Merci Magda. Oui, alors on avait convenu que je présentais un petit peu les différents types de contraceptifs, le temps de vous laisser réfléchir à ce cas. Donc, il ne faut pas oublier des principes très généraux autour de la contraception quand même qui sont extrêmement importants et décisionnels dans la contraception. C'est que la femme choisit la contraception avant toute chose. Notre rôle en consultation est avant tout d'éliminer les contre-indications absolues et relatives, de donner les informations et de faire la petite main, entre guillemets, en particulier lorsqu'il y a un geste technique pour pouvoir la mettre en place. Donc ça, c'est vraiment un principe qui est très, très important parce qu'une contraception ne sera jamais aussi bien tolérée que dès lors que le choix revient à la patiente avant tout. Les publications scientifiques internationales sont toutes unanimes pour dire qu'il faut impérativement qu'on incite plus à la prescription de contraceptifs de longue durée d'action. Donc, ce qu'on appelle les contraceptifs de longue durée d'action, c'est tout simplement les dispositifs intra-utérins et l'implant. Pourquoi? Parce que vous voyez que les taux d'échec sont quand même les plus faibles qui existent. Ce sont en gros les meilleurs contraceptifs qu'on a à notre disposition, contrairement à ce que vous pourrez probablement entendre en consultation, parce que les patientes vous relateront souvent qu'elles ont toute une copine ou quelqu'un dans leur entourage qui est tombé enceinte sur stérilet, par exemple. Donc, stérile, je vous rappelle, qui est un mot impropre, puisque ça ne rend pas stérile. C'était vraiment une dénomination qu'il faudrait nous-mêmes qu'on abandonne, mais c'est plus difficile à prononcer que dispositif intra-utérin. Et donc, on a toujours par facilité tendance à glisser un peu par abus de langage. Mais le dispositif intra-utérin, concrètement, est un dispositif. Et donc, du coup, lorsqu'une grossesse survient sur un dispositif intra-utérin, forcément par un biais cognitif, les femmes vont avoir tendance à en parler beaucoup plus. Il faut savoir que pour une grossesse non désirée sur stérilet, vous en aurez à peu près 20 sous pilule. Donc vraiment rappeler aussi que voilà, les femmes ne parleront pas volontiers des grossesses qui leur surviennent sous pilule, parce que concrètement, voilà, c'est toujours la faute de j'ai sûrement dû l'oublier, j'ai dû la vomir, j'ai du mal à la prendre, etc. Et donc les femmes ont tendance à plus volontiers culpabiliser sur une grossesse non désirée, sur une contraception orale, que sur forcément un dispositif intra-utérin pour lequel elles n'y sont pour rien, entre guillemets. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas en consultation, on le relate très bien parce que vraiment le dispositif intra-utérin garde une espèce de mauvaise presse auprès des femmes qu'il faut absolument et qui est en grande partie liée malheureusement au défaut d'information qu'on a pu avoir en France avec en particulier le rejet de la proposition de ce type de contraceptif au Nuligest alors que ce n'est absolument pas une contre-indication. J'espère que tout le monde est aujourd'hui bien au clair là-dessus. Donc, le dispositif intra-utérin au cuivre, c'est un dispositif bioactif. Je vous rappelle, il n'y a pas de processus inflammatoire. C'est le cuivre qui est toxique pour les spermatozoïdes. Donc, en gros, c'est un spermicide qui est en permanence dans l'utérus. Tous les stérilés au cuivre qui sont sur le marché en France peuvent être mis en place pour une durée de 10 ans. Même sur le Sénénotis, on retrouvera assez volontiers une durée de 5 ans. Mais on sait très bien que voilà, la durée d'efficacité est largement à 10 ans.
L'efficacité d'ailleurs perdure plus longtemps, c'est qu'au-delà de 10 ans, vous avez un risque infectieux qui est un petit peu plus important, raison pour lesquelles on préconise le changement du dispositif. L'avantage, pas d'hormones, c'est les règles à la patiente en question, c'est ses hormones à elle, on ne touche à rien. La seule nuance, c'est que les règles ont tendance à être plus abondantes et un peu plus prolongées que ce qu'elles auraient eu en temps normal, on va dire dans la moyenne, même si évidemment, tant qu'on ne l'a pas essayé, on risque pas de le savoir. Donc c'est toujours, voilà. Mais si une patiente présente des règles hémorragiques déjà de base et très prolongées, ça fait plutôt d'elle une bonne candidate au stérilet hormonal, donc qui est l'autre type de stérilet hormonal pour lesquels on a 3 dosages différents. Un très petit en France qui s'appelle le GEDES, donc qui est pour le coup valide uniquement pendant une durée de 3 ans, qui est réservé plutôt aux nulligestes. Et puis ensuite, le Kailina qui est dosé à 19,5 mg et le Mirena qui est dosé à 52 mg. Donc vous avez le Mirena est plutôt réservé, on va dire, à la périménopause avec les ménorrhagies fonctionnelles, les fibromes par exemple. Il est vraiment très fortement dosé et permet d'obtenir une aménorrhée le plus souvent. Et c'est aussi un traitement de référence dans l'endométriose, mais sur une patiente voilà, qui n'a pas d'endométriose et qui a plutôt des règles hémorragiques et prolongées qui font que du coup le stérilet au cuivre n'emporte pas sa faveur. Le stérile hormonal Kalina est un entre-deux dans la gamme qui peut être tout à fait préconisé. Donc le stérile GDS 3 ans, on a dit, le Kalina c'est 5 ans et le Mirena, du coup, on peut les laisser en place pendant 6 ans pour nous en Europe, mais la FDA aux États-Unis a agrémenté ce stérilet pour 7 ans, donc on sait qu'on peut les laisser même plus longtemps. Ces dispositifs intra-utérins hormonaux ne contiennent que de la progestérone, donc on n'a pas soumis aux effets, aux contre-indications, en tout cas qui relèvent de l'œstrogène. C'est pareil pour l'implant sous-cutané. L'implant sous-cutané, c'est jamais qu'une pilule qui, au lieu d'avoir à être mangée tous les jours, diffuse dans le bras. C'est un petit bâtonnet qui fait la taille d'une allumette, hein, pour ceux qui ne verraient pas à quoi ça ressemble. C'est uniquement de la progestérone là aussi. Et donc, au lieu de prendre un comprimé par jour de progestérone, les patientes ont l'hormone qui diffuse dans le bras en continu pendant une période de 3 ans. Donc, quel que soit leur IMC, quels que soient leurs antécédents sous-jacents, la durée de l'implant sur l'efficacité contraceptive est de 3 ans. L'ennui avec l'implant, ce que je répète volontiers en consultation, c'est que sur 3 implants que je pose, je pense que j'en enlève 2 à peu près. Donc on pourrait se dire comme ça que c'est une mauvaise contraception, mais en fait, si vous réfléchissez bien, ça fait quand même une femme sur 3 qui le garde. Et une femme sur 3 qui a un implant sous le bras et qui dure 3 ans et qui est ravie, si vous voulez, ça vaut le coup quand même d'être essayé. En général, au bout de 3 mois d'utilisation, si vous faites un retour avec votre patiente de la façon dont ça se passe, elle est souvent en mesure de vous dire si elle tolère bien les choses ou pas. Mais c'est vrai que si c'est mal toléré, il faut penser à éventuellement switcher assez rapidement vers un autre type de contraceptif. Le principal écueil étant les spottings ou les troubles du cycle. Donc là, c'est noté menstruation dans le tableau, mais évidemment, il ne s'agit pas de règles, mais plutôt de perte de sang, que nous, on appelle des spottings un petit peu anarchiques, qui sont liés un petit peu à l'inadéquation entre le profil hormonal de la patiente et le dosage de l'implant, puisqu'on n'a qu'un seul dosage en France qui existe et un seul modèle. Ensuite, les injections de progestérone, alors ça, c'est pour ainsi dire quasiment abandonné. C'était quelque chose qu'on utilisait assez volontiers, en particulier dans les cas en psychiatrie où on avait une difficulté d'observance et où il y avait des injections de neuroleptiques retard. Ça permettait de faire l'injection de neuroleptiques en même temps que l'injection de progestérone. C'est de la progestérone là aussi tout court, mais là pour le coup elle est beaucoup plus mal tolérée parce que la diffusion sur le plan pharmacodynamique est quand même moins bonne. Et donc, du coup, on a ces sweatings et ces pertes de sang n'importe quand, n'importe comment, qui sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus anarchiques liées au rythme des injections. Ensuite, vous avez les contraceptions progestatives pures, donc comme l'implant, en fait, mais qui peuvent être prescrites sous forme de pilules. Vous avez exactement à peu près le même profil d'effets secondaires potentiels, mais avec la contrainte de la prise quotidienne d'un comprimé, puisque la progestérone, si on veut obtenir un effet contraceptif, elle va devoir être prise en continu. Et ensuite, la contraception combinée. Donc, quand on parle de contraception combinée, c'est les œstrogènes qui sont associés à la progestérone. Donc, c'est la pilule dite classique. C'est la contraception œstroprogestative. Donc, alors, pour le coup, il n'y a plus de menstruation. C'est là, en gros, on prend les hormones de la patiente, on les fout à la poubelle et on met celle de la pilule à la place. Donc, du coup, c'est des fausses règles, hein. C'est une hémorragie de privation. On a plusieurs formes qui existent. Il y a les formes orales, donc la pilule classique, hein, qui est bien connue. Et puis, on a aussi le patch ou l'anneau. Les patchs, c'est un patch par semaine. L'anneau, c'est un anneau toutes les 3 semaines. Et donc, ces différentes formes de contraception sont des contraceptions œstroprogestatives. Le patch comme l'anneau, souvent il y a une petite confusion, mais l'anneau n'est absolument pas une contraception locale. C'est vraiment une diffusion par voie vaginale de l'œstroprogestatif qui va directement aller dans la circulation sanguine en shuntant le premier passage hépatique, ce qui peut parfois présenter des avantages pour nos amis hépatologues, comme Magda ici présente.
Donc, l'anneau, ça reste une pilule, tout simplement, si ce n'est que la voie d'administration, la galénique, en tout cas, est complètement différente. Et là, on est un petit peu embêté avec les contraceptifs combinés comme ça qui contiennent de l'œstrogène. Ils sont beaucoup mieux tolérés puisque l'œstrogène est l'hormone sexuelle féminine par excellence, hein. Si vous écoutez bien la progestérone, c'est ça qui en fait toute la limite aussi. La progestérone, c'est un dérivé de la testostérone. Et donc, du coup, tous les effets androgéniques liés à la pilule sont liés à la progestérone. L'œstrogène va au contraire laisser une part belle à l'aspect féminin de la présentation des hormones sexuelles, mais possède la contrepartie qu'on augmente le risque thromboembolique, ce qui sont des effets secondaires extrêmement rares, hein, dans la population générale quand c'est bien prescrit, mais qui sont extrêmement graves. Donc, du coup, d'où l'intérêt de poser la balance bénéfice-risque avec les patientes et de les orienter plus volontiers vers des dispositifs contraceptifs qui sont pour le coup bien plus efficaces, hein, vous avez vu l'efficacité des stérilés en particulier, et qui ne comportent pas tous ces risques d'effets secondaires. Un dernier petit mot sur la contraception d'urgence. Donc, il y a la pilule du lendemain, la grand classique. On a deux modèles de pilule du lendemain. Un qui contient uniquement de la progestérone, qui est donc la pilule historique Norlevo, qui est du némonorgestrel. C'est un shoot de progestérone qui va bloquer la possibilité d'une ovulation. Et vous avez un autre progestatif un petit peu plus dérivé qui est compliqué je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui peut être prescrit jusqu'à 5 jours après le rapport non protégé. Ces deux pilules d'urgence sont tout à fait utilisables, mais la meilleure contraception d'urgence qui existe, c'est-à-dire avec un rapport non protégé à risque de grossesse, c'est la pose d'un stérilet au cuivre dans les 5 jours qui suivent le rapport. Là, vous éliminez à 100% le risque de grossesse et en plus, vous avez mis en place une contraception de longue durée d'action. Donc ça, toujours éventuellement, glisser une ordonnance de stérilet au cuivre quand vous voyez les gens en consultation, en leur expliquant que la meilleure contraception d'urgence, ça reste ça, et qu'à tout moment, elles seront reçues en urgence dans les 5 jours pour le poser, si jamais il y avait le moindre doute. Pas hésiter non plus à prescrire par voie anticipée les pilules contraceptives d'urgence si vraiment clairement il y a un rejet de l'idée d'un stérilet au cuivre, ou parce qu'il a déjà été tenté par le passé et que clairement il ne convenait pas à la patiente. Et, le plus tôt la contraception d'urgence est prise, le plus elle est efficace. Donc, que ce soit celle qui peut être prescrite à 5 jours ou à 3 jours, peu importe, celle à 3 jours est remboursée, elle coûte beaucoup moins cher à la sécurité sociale, hein, elle coûte 2-3 euros. L'autre coûte 40 euros et la One, elle dure certes jusqu'à 5 jours, mais comme Norlevo, la littérature scientifique nous apprend bien que plus elle est prise rapidement, plus elle est efficace. Donc, de toute façon, dans l'idéal, il vaut mieux l'avoir toujours sur soi pour pouvoir la prendre le moment où c'est opportun et le plus vite possible. Et comme je le dis souvent aux patientes là aussi, à qui je prescris la pilule contraceptive d'urgence comme des bonbons, au pire, ça dépannera une copine. Donc ça ne mange pas de pain d'avoir une pilule contraceptive d'urgence dans une pharmacie. Voilà pour un petit tableau très généraliste et très rapide sur les différents modes de contraception qu'on peut proposer aux patients. Je laisse Magda poursuivre le cas clinique. Merci beaucoup, merci. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme vous avez bien vu, il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de toutes ces modalités de contraception. Extrêmement important, la seule contre-indication, c'est quand on est devant une patiente qui a une maladie chronique du foie décompensée. Donc, la cirrhose décompensée représente une contre-indication à une contraception hormonale combinée. Et aussi, ne pas oublier le cas des adénomes hépatiques. Donc, c'est des lésions bénignes hépatiques qui sont beaucoup plus fréquemment chez les femmes jeunes ces lésions bénignes peuvent augmenter si on est exposé à une prise d'estrogène. Donc voilà, c'est les seules contre-indications. On peut passer à la diapo suivante. Donc la réponse à la question, c'est oui. Donc, chez cette patiente, on peut prescrire une contraception. Je rappelle qu'elle n'a pas de maladie chronique du foie avancée. Donc, elle est porteuse du virus de l'hépatite. Elle est suivie déjà par le gastro-entérologue. Vous avez vu tous les résultats. Nous n'avons aucune contre-indication à la prescription de la contraception que la patiente souhaite. Donc, après avoir discuté des différentes modalités de contraception avec la patiente. Passons à la diapositive suivante. Voilà, juste un petit focus sur le tabac pour rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, cette dame, elle a 31 ans, elle fume certes 10 cigarettes par jour, il n'y a pas de contre-indication aux œstroprogestatifs pour elle. On peut passer. La question suivante. Donc, la patiente se pose la question de quel est le risque de transmission du virus de l'hépatite B. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Elle doit éviter les rapports sexuels tant qu'elle n'est pas traitée. Elle peut avoir des rapports sexuels, mais uniquement avec des personnes vaccinées. Elle risque de transmettre l'infection par la salive, donc éviter les embrassades.
et il est conseillé de vacciner son entourage. Donc voilà les modes de transmission. Je répète, c'est un virus qui est très infectieux, très contagieux. C'est un virus qui est très résistant dans le milieu extérieur et il est plus infectieux que le VIH et que le VHC. La transmission se fait principalement par voie sexuelle, donc notamment dans les pays occidentaux, par des rapports sexuels non protégés. Et en termes de risque, plus on a la charge virale élevée, plus on est à risque de transmettre à d'autres personnes. Et par rapport aux voies de transmission, bien sûr, c'est la pénétration anale et vaginale, puisque, comme vous le savez, il y a aussi une excrétion donc, du virus dans les liquides génitaux. Euh, D'autant plus, il y a par exemple des plaies au niveau de la voie anale ou vaginale aussi, il y a du contact avec de sang. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un risque de transmission qui est moindre, mais qui existe aussi en cas de fellation ou de cunnilingus. Notamment, il faut penser que peut-être il y a des plaies au niveau de la région orale. Ensuite, l'autre moyen de transmission, c'est par voie parentérale. Donc ça, vous le connaissez très bien comme pour le VHC par partage de matériel, donc partage de paille, partage de seringues lors de l'utilisation de drogue. Transfusion, ça c'était le cas par des dons de sang, mais chez des donneurs qui n'étaient pas vérifiés, ça c'était avant 90, et aussi par accident d'exposition au sang. Transmission également horizontale dans la petite enfance et beaucoup plus dans les pays à forte prévalence, comme par exemple l'Afrique du Nord, chez des personnes qui vivaient sous le même toit avec d'autres personnes qui étaient infectées, qui n'étaient pas au courant de leur infection, par notamment partage du matériel de toilette de type rasoir, brosse à dents. Et donc, l'autre moyen de transmission principal, qui reste principal dans les pays à forte prévalence, donc l'Afrique, Asie, ça reste la transmission verticale de la mère chez l'enfant au moment de l'accouchement, également aussi en fonction de la charge virale. Et c'était notamment dans les pays où il n'y avait pas de vaccination de nouveau-nés à la naissance. Passons à la suite. Donc, pour cette patiente, quel est le risque? Voilà les bonnes réponses. Elle peut avoir des rapports sexuels, mais il est conseillé de vacciner, surtout si elle a une personne avec qui elle est en couple. Sinon, elle peut avoir des rapports sexuels euh, avec protection. Donc, il faut lui conseiller la protection, donc le préservatif. Et puis, bien sûr, si elle est en couple avec quelqu'un, si elle vit sous le même toit que d'autres personnes, il est conseillé de dépister, de vacciner son entourage. Alors, une question que peut-être vous connaissez du webinaire d'avant, mais j'insiste. Si elle tombe enceinte, est-ce qu'elle craint de transmettre l'infection à son enfant? Et est-ce que, donc elle demande, est-ce que son enfant va hériter de cette hépatite? Donc oui, si elle n'est pas traitée pendant la grossesse. Oui, potentiellement, si elle n'est pas suivie et qu'elle a une charge virale B très élevée au cours du troisième trimestre de la grossesse. Non, l'enfant sera de toute façon vacciné à la naissance et non, tout simplement. Donc, est-ce qu'elle risque de transmettre? Est-ce que son enfant sera infecté? Donc, je vais pas insister, mais je rappelle juste on a travaillé sur des protocoles de prise en charge de l'infection chronique virale B chez les femmes enceintes. Donc, vous pouvez trouver ces protocoles sur le site du réseau Périnatalité Occitanie, aussi bien sur le site de la COEP Occitanie. Les bonnes réponses, c'est oui, potentiellement, elle peut infecter son enfant si elle n'est pas suivie et qu'elle a une charge virale extrêmement élevée lors du troisième trimestre de la grossesse. C'est pour ça que toute femme vivant avec une infection chronique virale B, toute personne d'ailleurs doit être suivie par un hépatogastroentérologue. Et puis, justement, on vit en France, on a des protocoles qui font que tous les enfants qui naissent d'une femme infectée par le virus de l'hépatite B vont bénéficier d'une sérovaccination VHB donc, au moment de la naissance, dans les 12 premières heures. Donc, je rappelle, injection d'immunoglobuline et du vaccin en même temps. On passe. Et alors, l'alcool, donc je rappelle que cette patiente avait des consommations d'alcool
qui était à risque. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'elle doit faire au vu des résultats? Oui, elle doit arrêter complètement l'alcool parce qu'elle a une hépatite, elle a une stéatose hépatique, elle est en surpoids, ça fait beaucoup de choses. Oui, elle doit peut-être arrêter, mais pas complètement. Mais voilà, elle doit quand même faire attention parce qu'il y a un mésusage. Donc, il faut discuter de ça avec elle. Il faut proposer une intervention brève. Non, il n'y a pas de consommation plus à risque, donc elle peut continuer ou non, euh, parce qu'elle ne boit pas tous les jours. Ce qu'il faut retenir, c'est très important, donc c'est une étude qui vient de la Grande-Bretagne, qui a regardé la consommation d'alcool et le surpoids et la maladie chronique du foie. Donc cette étude, la conclusion est que plus on rajoute des facteurs de risque, plus on est à risque de développer une maladie chronique avancée du foie. Donc regardez tout à droite de ce graphique, le fait de rajouter l'alcool et le surpoids, ça augmente de presque 6 fois le risque de développer une maladie chronique du foie avancée. Donc attention, les facteurs de risque se rajoutent pour donner des maladies chroniques sur une période plus courte et plus sévère. Passons à la suite. Donc, il n'y a pas besoin de lui proposer un sevrage total, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la sensibiliser à la consommation d'alcool. Donc oui, un mésusage d'alcool. Donc d'après le questionnaire Audit-C, elle a un score à 3, donc elle est à risque de développer des complications en lien avec des consommations d'alcool qui sont plus importantes. Donc il faut lui rappeler que les recommandations de l'OMS sont de ne pas dépasser les 2 verres d'alcool par jour et avoir au moins 2 jours de pause dans la semaine. Cette dame, donc on est sur 21 verres par semaine. Après, son mode de fonctionnement est un petit peu court. On n'a pas plus d'explications pour essayer de voir où est-ce qu'elle en est exactement. Je vous ai juste mis la définition là, du trouble de l'usage de la substance, de l'abus d'alcool et de la dépendance à l'alcool pour que vous puissiez voir un petit peu les critères qui existent pour qualifier un peu et évaluer là où elle en est. On peut passer. Ça, c'est une fiche de l'HAS qui a été faite sur alcool, cannabis, tabac chez l'adulte avec comment repérer, comment dépister et comment agir pour faire une intervention brève, c'est-à-dire pour pouvoir intervenir, pour aider quelqu'un à réduire sa consommation, pour quelqu'un qui n'a pas d'alcoolodépendance et qui ne va pas avoir besoin de faire un sevrage en hospitalier. Alors, on va changer de contexte et partir sur toute autre chose que la contraception et la grossesse, en partant du cas d'une patiente qu'on a eue au XAPA, adressée par son addictologue parce qu'elle décrit des bouffées de chaleur qui surviennent brutalement avec des sueurs relativement intenses qui, la nuit, l'obligent à se changer et qui peuvent survenir aussi à tout moment. Et notamment, la patiente en question décrivait que dans le tram, il lui arrivait de ressentir un petit peu ces symptômes de façon très, très exacerbée. Et ça faisait plusieurs mois qu'elle les interprétait comme des signes de manque, alors qu'on a un TSO par méthadone qui est très bien équilibré. Elle n'a pas de suivi gynéco depuis 25 ans, elle vit toute seule, elle n'a jamais eu d'enfant et elle fume 10 cigarettes roulées par jour et pas d'autres consommations depuis maintenant plusieurs années. Et elle est en consultation gynécologue, mais c'est parce que son addictologue l'a rassurée, parce que ça fait 25 ans qu'elle n'en voulait plus. Et ça, c'est notre grand classique, hein, Oxapa. On a une surreprésentation de femmes qui sont clairement cachées du soin, en tout cas en santé sexuelle et en santé de la femme. Mais en tout cas, là, ces troubles sont très envahissants et surtout, l'addictologue se pose la question de l'imputabilité à des problématiques gynécologiques plus qu'addictologiques, là en l'occurrence avec son traitement de substitution qui est bien équilibré. Si on regarde ses antécédents, ça fait 18 mois qu'elle est en aménorrhée, elle n'a pas de contraception et elle a eu 2 IVG à 17 et à 23 ans. Donc, première question qui se pose, c'est la définition de qu'est-ce que c'est que la ménopause. Alors ça, je vous laisse regarder parce qu'on a une définition extrêmement claire.
En l'occurrence, la définition valide ici, là, dans cette diapositive, c'est l'aménorrhée supérieure à 1 an après l'âge de 40 ans. Concrètement, voilà, une femme qui n'a plus ses règles pendant plus d'1 an et qu'on a un âge compatible avec la ménopause. Et l'âge compatible, ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement mal connu des femmes comme de la plupart des professionnels de santé. La définition d'une ménopause précoce, c'est avant l'âge de 40 ans. Donc, vous verrez après qu'on a des seuils décisionnels avant 45 ans, mais concrètement, la ménopause est physiologique après l'âge de 40 ans. Et donc, on ne connaît la date de la ménopause qu'à posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que la patiente a eu 1 an sans règles, et ben, on connaît la date de sa ménopause qui était 1 an auparavant. Voilà, je laisse passer. Et donc, on pourrait alors, du coup, à l'interrogatoire, rechercher un certain nombre d'autres symptômes qui accompagnent très volontiers la survenue de la ménopause. Là, je vous en avais sélectionné certains, des migraines, des sueurs nocturnes, des douleurs articulaires, des troubles génito-urinaires, ça peut être une sécheresse vaginale, une dyspareunie, en particulier d'intromission, et dysménorrhée, donc ce qui veut dire la dysménorrhée, c'est les douleurs au cours des règles. Donc, je vous laisse y réfléchir 2 petites secondes avant que Benjamin nous montre les bonnes réponses. Et concrètement, vous voyez que les migraines et la douleur lors des règles ne sont pas tout à fait des mécanismes classiques qui accompagnent la ménopause. Par contre, les sueurs nocturnes est vraiment typiquement des sueurs vraiment très intenses hein, qui obligent parfois à se réveiller, à se changer parce que les draps sont moites et humides et que le pyjama est trempé. Ça, c'est vraiment typique du syndrome climatérique hein, qui accompagne aussi les bouffées de chaleur en général qui surviennent de façon complètement imprévisible ce qu'on appelle les vapeurs, etc. Les patients deviennent rouges d'un coup et ont une montée de chaleur extrêmement violente. Donc, ces sueurs nocturnes, en général, vont de pair avec les bouffées de chaleur. Donc, c'est vraiment ça, ce qu'on appelle le syndrome climatérique. En dehors du syndrome climatérique, vous avez aussi tous les troubles fonctionnels hormonaux qu'on peut retrouver autour de la ménopause. Et en particulier, les douleurs articulaires, ça fait partie des choses qui sont volontiers négligées par les médecins de premier recours et qui sont pourtant extrêmement handicapantes chez ces femmes parce qu'elles vont en s'aggravant en règle générale en l'absence de traitement. Les troubles génito-urinaires, en général, sont liés à la carence oestrogénique. Vous allez avoir un moins bon approvisionnement. On a parlé de l'œstrogène tout à l'heure, qui est l'hormone sexuelle féminine par excellence, et qui est donc l'hormone qui alimente le vagin et le périnée, la vulve, en tout cas toute la région pelvienne, qui va donner la trophicité à ces tissus. Et donc, à l'arrivée de la ménopause, il y a une carence œstrogénique hein, qui est physiologique, mais qui du coup va pouvoir potentiellement induire une sécheresse vaginale, l'apparition de fuites urinaires par défaut d'approvisionnement des tissus, en particulier musculaires du périnée, en œstrogène, et donc du coup avoir toute une symptomatologie autour de la qualité de vie de femmes au niveau génital comme urinaire. Qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer? Alors, on pourrait se dire, tiens, une pilule ostroprogestative, une pilule microprogestative, puisque vous avez dû bien écouter tout à l'heure, et donc du coup, bon, ostroprogestatif après 35 ans, ça peut être un peu délicat. La progestérone J11, J25, donc ça, c'est ce qu'on appelle des schémas séquentiels qu'on peut mettre en place au cours du cycle menstruel féminin pour essayer de temporiser un petit peu l'ardeur, on va dire, des hormones. Le stérilet hormonal, puisque c'est de la progestérone, ou alors de l'ostradiol percutané ainsi qu'une progestérone micronisée. Donc évidemment, cette patiente est ménopausée. Je pense que vous l'avez compris, l'intérêt d'une contraception est quand même somme toute très relative. Donc les pilules ainsi que le dispositif intra-utérin hormonal ne vont pas avoir leur place ici dans la prise en charge. La progestérone pourrait être une première étape avant d'aborder un traitement hormonal substitutif de la ménopause, parce que lorsque vous avez des patientes qui ont des cycles encore plus ou moins réguliers, ça permet de régulariser les cycles et d'éviter une intensification importante du pic ovulatoire à l'approche de la ménopause et d'obtenir surtout bah, du coup un pic et un syndrome prémenstruel beaucoup moins marqué, des règles moins abondantes et moins prolongées, et donc d'éviter le phénomène de bouffée de chaleur qui peut survenir en général dans la semaine qui précède les règles quand on est en périménopausique. Mais là, on est sur une patiente qui est en aménorrhée complète depuis 18 mois, donc elle est ménopausée. Le seul traitement réellement efficace qui va fonctionner, c'est le stradiol percutané, la progestérone micronisée, sur lequel on va revenir un petit peu en détail. Pour les personnes sages-femmes qui nous écoutent, donc malheureusement, on a bien étudié le cas, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie de vos prérogatives de prescription, même si vous pouvez renouveler une prescription qui aura été faite par un médecin, que ce soit généraliste ou gynécologue ou endocrinologue d'ailleurs, on en voit des fois. Vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir renouveler ce traitement, mais pas de l'initier pour le coup.
laisse passer. Alors, en pratique, il y a des contre-indications au traitement hormonal substitutif, bien sûr. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours ce que les patientes pensent. Alors évidemment, s'il y a un cancer du sein qui est en cours de traitement ou qui a été traité par le passé, ou un cancer de l'endomètre, donc concrètement on parle des cancers hormonodépendants, le traitement hormonal de la ménopause est contre-indiqué. Si la patiente a des saignements, une hémorragie génitale inexpliquée, je vous ai mis ici, mais en gros, si la patiente présente après une période d'aménorrhée, finalement, il y a des saignements qui reviennent par-ci par-là, tant qu'on n'aura pas tiré les choses au clair avec une échographie et éventuellement une hystéroscopie pour s'assurer qu'il n'y ait pas un processus expansif en intra-utérin, dès lors qu'il y a un saignement, il faut l'explorer. Et évidemment, s'il y a un antécédent d'ischémie artérielle, l'infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, on pourra éventuellement discuter de la pertinence du traitement hormonal, mais c'est une affaire de spécialiste à discuter avec le neurologue. Concrètement, l'indication du syndrome, en dehors de ces contre-indications qui, vous le voyez, sont quand même relativement rares, dès lors qu'une patiente présente un syndrome climatérique invalidant, donc bouffée de chaleur ou sueur nocturne, qui altère sa qualité de vie, et donc là, il n'y a pas de score particulier que j'ai à vous proposer, c'est vraiment, si les femmes s'en plaignent, il faut les entendre. On a privé trop toute une génération du traitement hormonal substitutif de la ménopause par de fausses craintes, hein. Il y a eu une longue période pendant laquelle on a eu des doutes sur la causalité potentielle du cancer du sein dans le traitement hormonal de la ménopause. On sait très bien aujourd'hui que c'est faux. Si on utilise un traitement hormonal de façon appropriée, il ne doit pas y avoir de crainte particulière si on respecte bien les contre-indications dont on vient de parler. Et il ne doit y avoir aucun scrupule de la part des professionnels de santé à proposer ce traitement hormonal qui améliore considérablement la qualité de vie de ces femmes. Et ce serait même presque dommageable de ne pas leur proposer. S'il n'y a pas ou peu de syndrome climatérique, il va y avoir par contre une situation très particulière, c'est lorsqu'on craint un risque fracturaire chez les femmes. Et notamment, si là, c'est l'interrogatoire qui va un petit peu nous aider à débrouiller le terrain, parce qu'il peut y avoir des indications médicales aussi de traitement hormonal de la ménopause, parce que le risque fracturaire passé la ménopause va s'accélérer de façon extrêmement importante pour la population qui a des hormones sexuelles féminines. Donc, s'il y a un antécédent de fracture de fatigue, s'il y a un antécédent dans la famille de fracture vertébrale ou de hanche, si la ménopause, vous voyez, est survenue avant 40 ans, donc une ménopause précoce, s'il y a un traitement déminéralisant, donc en particulier la corticothérapie au long cours, donc des patientes souvent qui ont des maladies auto-immunes et qui ont des traitements par corticoïdes de façon très prolongée, une personne qui a un IMC inférieur à 19 et les patientes tabagiques, il faut réaliser une évaluation du risque fracturaire par ostéodensitométrie pour peser la balance bénéfice-risque de la mise en place d'un traitement hormonal substitutif, même sans syndrome climatérique avéré. Je te laisse passer, Benjamin. Quel traitement on peut mettre en place? J'insiste énormément sur les règles d'hygiéno-diététique. Clairement, s'il y a un surpoids, il faut le traiter. Ça fait partie des facteurs qui vont être considérablement aggravants dans la survenue des syndromes, des troubles fonctionnels hormonaux autour de la ménopause, puisqu'on sait aujourd'hui que le tissu adipeux agit à lui seul comme un tissu hormonal, hein, avec ce que vous avez dû entendre parler d'adipokine, hein. Le tissu graisseux, en tout cas, produit des hormones qui vont venir amplifier considérablement les symptômes autour de la ménopause. Le tabagisme est clairement aussi un facteur très important de recrudescence des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Mais tout ça fait partie de la prise en charge globale de la patiente. Il va bien falloir répondre à sa demande instantanée. C'est-à-dire qu'on ne refuse pas un traitement hormonal substitutif sous prétexte que si la patiente perd du poids, du coup, ça ira mieux. Vraiment, ne pas hésiter à sortir le traitement hormonal substitutif, mais ne pas hésiter non plus à dire que voilà, ça ne fait pas tout et qu'il y a la prise en charge globale en termes de santé qui est extrêmement importante. Et en gros, je ne vais pas vous refaire tout le discours que vous connaissez très probablement déjà. Moi, j'abrège souvent en consultation en leur disant qu'il faut se rendre sur le site mangerbouger.fr parce que concrètement, c'est exactement ce qu'on est tous censés mettre en œuvre. Mais souvent, ça, les patientes le savent déjà. Et elles sont en recherche plutôt d'une solution à court terme qui puisse les soulager. En général, quand elles ont franchi la porte de votre consultation, c'est qu'elles sont déjà au bout du rouleau. Donc, je vous ai mis en nota bene que le risque thromboembolique est multiplié par 1,7 pour la voie orale. Donc, la voie principale d'utilisation de l'ostradiol, c'est l'ostradiol percutané. Donc, c'est-à-dire en gel ou en patch. Toutes les oestrogènes qu'on vous vend en comprimé présentent un risque surreprésenté de thromboembolique avec une efficacité qui est la même que par voie percutanée. Donc, il n'y a plus aucune justification scientifique à l'heure actuelle à utiliser les traitements de la ménopause par voie orale.
C'est même plutôt presque criminel que ça continue à être, à mon sens, encore aujourd'hui commercialisé. Parce que là, on a multiples études scientifiques qui nous montrent que très bien que l'utilisation d'oestrogènes naturels en gel ou en patch permet d'obtenir le même risque thromboembolique que dans la population générale. On est obligé, dès lors que les patientes ont toujours un utérus, parce que si pour une raison X ou Y, elles n'ont pas eu d'études, elles ont eu une hystérectomie par exemple dans les années qui ont précédé, vous oubliez ce que je suis en train de vous dire, l'œstrogène à lui seul va suffire, mais si vous mettez de l'oestrogène seul à quelqu'un qui a de l'utérus en continu, vous voyez le risque de se développer d'un cancer de l'endomètre. Donc, il faut compenser l'apport en oestrogène au niveau de l'endomètre par de la progestérone. La progestérone a un effet sédatif. Donc, on la prescrit toujours au coucher le soir et on prescrit une progestérone micronisée, c'est-à-dire en gros, c'est des progestatifs naturels. Je reviens un petit peu sur ça, c'est extrêmement important d'utiliser aussi de la progestérone naturelle. Dans la plupart des œstroprogestatifs qui ont été conçus par voie orale pour le traitement hormonal de la ménopause, malheureusement, contiennent pas forcément toujours de la progestérone naturelle. Donc, ces œstroprogestatifs par voie orale ont tout faux. Non seulement ils proposent un œstrogène qui est beaucoup plus à risque, et en plus, on a une progestérone qui n'est pas naturelle. Et dans les études sur le risque de cancer du sein et le traitement hormonal de la ménopause, on sait pourquoi les Américains nous ont tiré la sonnette d'alarme il y a 20 ans avec l'étude WHI. C'est parce qu'il y avait un risque du cancer du sein suraugmenté dans leur population, parce que les Américains prescrivaient massivement des progestatifs de synthèse. Et donc, on annule ce risque de cancer du sein surreprésenté dans les populations qui ont un traitement hormonal de la ménopause si on utilise de la progestérone naturelle. Donc, on utilise de la progestérone naturelle par voie orale, au coucher, au moins 12 jours par mois si vous voulez rétablir un schéma où vous allez avoir des pseudo-règles. Je vous avoue qu'en pratique courante, je l'utilise absolument jamais. Je mets la progestérone en continu. Il est assez simple de démystifier auprès des femmes que la survenue des règles est quelque chose de plutôt handicapant qu'autre chose, et de faire des économies de tampons, de serviettes ou de culottes menstruelles est toujours le bienvenu, et que ça fonctionne d'autant mieux en continu si on met l'oestrogène et la progestérone combinée. Donc là aussi, pour les sages-femmes qui nous écoutent, elles sont obligées de référer à un gynécologue ou à un médecin traitant, pour un médecin généraliste en tout cas, habitué à ce type de prescription, pour au moins la prescription en tout cas. On peut passer. La surveillance, elle est très simple. C'est ce qui est décrit dans les recommandations pour la pratique clinique. Elle est uniquement basée sur la tension artérielle. Donc, c'est comme pour la contraception. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans le suivi d'une contraception, il n'y a pas besoin d'examen gynécologique. Les recommandations pratiques pour la pratique clinique qui ont été refaites il y a 2 ans sur l'examen pelvien montrent très bien que lorsqu'on prescrit une contraception hormonale ou un traitement hormonal substitutif, il n'y a pas lieu d'imposer à la femme un examen gynécologique supplémentaire en dehors des dépistages qui sont actuellement recommandés. S'il y a un risque fracturaire, la recommandation est qu'on a mis le traitement hormonal de la ménopause pour cette raison, ou pas d'ailleurs, hein, mais dès lors qu'on a identifié le risque fracturaire, je vous laisserai revenir sur les diapos d'avant où on détaillait un petit peu ce que représente le risque fracturaire. L'ostéodensitométrie doit être réalisée tous les 2 ans. Je vous ai mis ensuite, normalement, les recommandations très bien synthétisées. Alors, je vous recommande assez volontiers Vidal qui fait des fiches synthétiques qui sont extrêmement bien faites et basées sur les recommandations à la fois de la HAS et des sociétés savantes. En tout cas, nous, en gynécologie, en termes de balance décisionnelle, elles sont extrêmement bien faites. Et notamment, vous voyez ici l'arbre diagnostique, ou en tout cas l'arbre diagnostico-thérapeutique de comment on prend en charge la ménopause. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de résumer. Et encore une fois, vous voyez qu'il n'y a pas de contre-indication si massive que ça à l'utilisation du traitement hormonal de la ménopause. Donc, il est temps qu'on démystifie un petit peu ce traitement et que les femmes puissent en bénéficier, du moins quand elles en ressentent le besoin. Je te laisse passer à la diapo suivante. Et voilà, nous avons terminé. J'ai une petite chose peut-être à ajouter, c'est peut-être que suite au cas clinique, là, c'est les patientes que on suit, qui sont suivies en addicto ou qui ont des vécus compliqués avec leur corps, elles ont du mal à aller en consultation, voir un gynécologue ou voir une sage-femme. Et c'est l'essentiel de la consultation, ça va être un entretien et il y aura dans la grande majorité des cas, pas d'examen gynécologique, et c'est ça qui fait très peur aux femmes, c'est l'examen gynécologique, c'est le spéculum, c'est tout ça. Le premier entretien, c'est toujours un entretien. On peut faire beaucoup d'autotests, tant pour l'HPV que pour les infections génitales, et tout ce qui est autour de la consultation, autour de la ménopause, c'est essentiellement de l'entretien avec la patiente, avec un gynécologue. Voilà.
C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci pour ces précisions, Corinne. Alors, je regarde, manifestement, il n'y a pas encore de questions qui ont été posées. On vous laisse peut-être encore quelques minutes pour le faire, juste pour vous préciser que toutes les ressources qui ont été évoquées parfois rapidement dans ce webinaire se retrouveront en dessous de la page du replay. Donc, vous pourrez avoir accès à ces ressources assez facilement dès que le replay sera mis en ligne et probablement dans les quelques jours qui viennent. Voilà, il ne semble pas y avoir de questions. Merci à tous nos intervenants et intervenantes pour vos exposés très clairs et très pratiques. Merci à tout le monde de s'être connecté pour regarder ce webinaire et on vous dit donc bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.